Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 36e numéro du magazine de la FDV. Ce mois-ci au programme, un adage, comme d'habitude, Ius est ars boni et aequi, et un grand arrêt de la jurisprudence administrative. Nous évoquerons ensuite les points marquants de l'actualité juridique développée dans la Gazette de la FDV. Et pour conclure ce magazine, nous visionnerons un reportage sur le master droit et ingénierie financière de la faculté de droit. Allez, tout de suite, l'adage juridique du mois. Ius est ars boni et aequi. Le droit est l'art du bon et du juste. Formule empruntée à l'homme politique et juriste romain Ulpien, signifiant que la justice restera toujours un idéal, la valeur du droit résidant dans la quête constante d'un équilibre entre le souhaitable et le réalisable. L'actualité juridique de ce mois que vous pouvez retrouver comme d'habitude sur le site de la faculté de droit virtuel à la rubrique Gazette. Nous commençons tout d'abord par l'actualité jurisprudentielle et une décision du Conseil constitutionnel, une QPC du 21 février 2012, où le Conseil constitutionnel apporte sa réponse à la question posée par Marine Le Pen visant à obtenir l'anonymat des parrainages des candidats à l'élection présidentielle. Le Conseil déclare cette loi sur les parrainages conforme à la Constitution. La restriction au libre choix de l'avocat du gardé à vue en matière de terrorisme, c'est là encore une décision sur QPC du 17 février 2012. L'inconstitutionnalité de l'article 706-88-2 du Code de procédure pénale est déclarée en raison de l'atteinte portée à l'exercice des droits de la défense. Garde à vue toujours, cette fois pour une nullité de la garde à vue, c'est la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, le 14 février 2012, déclare que la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièces de procédure que par la personne qu'elle concerne. Concernant la décision de la première chambre civile du 29 février 2012, la Cour de cassation refuse d'appliquer une clause compromissoire dans la mesure où l'une des parties n'exerce pas une activité professionnelle au moment de la conclusion du contrat, conformément à la lettre de l'article 2061 du Code civil. Précision jurisprudentielle maintenant, donnée par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 7 février 2012 sur les modes de rupture de la période d'essai. La Cour de cassation continue ici son travail de précision du régime juridique de cette période d'essai, levant une ambiguïté rédactionnelle de l'article L. 1231-1 du Code du travail. La Cour affirme que la rupture d'une période d'essai ne peut être attaquée que sur le fondement d'un abus de droit ou d'une rupture fautive. La prise d'acte est donc inopérante dans le cadre de l'essai. L'immunité juridictionnelle de l'État, c'est la Cour internationale de justice qui a rendu un arrêt dans une affaire concernant cette question opposant l'Allemagne et l'Italie. La Cour a confirmé une jurisprudence et une coutume constante selon lesquelles un État bénéficie de l'immunité juridictionnelle devant les juridictions des autres États pour tous les actes de puissance publique. Cour européenne des droits de l'homme, la Cour, dans un arrêt Carrer contre Roumanie, rendu à l'unanimité, retient la violation de l'article 8 relatif au droit au respect de la vie privée et familiale de la Convention européenne des droits de l'homme dans le cadre d'une procédure pour enlèvement international d'enfants. Cour constitutionnelle italienne, cette fois, la Cour, dans un arrêt du 12 janvier 2012, retient que le référendum sur la loi électorale n'aura pas lieu. Le veto prétorien n'était pas si inattendu, notamment parce que l'abrogation ne peut ressusciter la loi électorale précédente. Passons maintenant à l'actualité législative avec deux textes. La loi du 12 mars 2012 relative aux agents non titulaires de la fonction publique qui vient modifier le visage de la dite fonction publique. Et enfin, le rapport de l'autorité des marchés financiers rendu le 7 février 2012. En effet, le droit des actionnaires des sociétés cotées fait l'objet d'une intense réflexion juridique depuis la directive européenne du 11 juillet 2007, tout particulièrement s'agissant du droit de vote.
L'autorité des marchés financiers, dans son rapport, dresse un ensemble de 34 propositions relatives aux assemblées générales d'actionnaires de sociétés cotées. Voilà pour l'actualité, et nous retrouvons tout de suite le grand arrêt de la jurisprudence administrative. Souvenez-vous, nous sommes en 1995. Après un hiver très doux, le mois de mars voit enfin des températures inférieures à la normale. Mais le temps reste très humide et venteux. Moussa Koné enfile donc une veste pour sa balade quotidienne. Il y a un peu plus d'un an, il a été arrêté et arpente depuis les cours d'une prison française. Dans son pays d'origine, le Mali, il était poursuivi pour des faits de complicité d'atteinte aux biens publics et d'enrichissement illicite concernant des fonds transférés hors du Mali provenant de trafic d'hydrocarbures, susceptibles d'avoir été réalisés à l'aide de faux documents douaniers par Madame Mariam Sissoko et son frère, Monsieur Sissoko. Le président de la chambre d'instruction de la Cour suprême chargé des poursuites a donc délivré un mandat d'arrêt à son encontre. Venu en France, il a été placé en détention provisoire. Mais, en ce jour du 7 mars 1995, le gouvernement français autorise son extradition. Lorsqu'il en est informé, cette décision glace M. Koné. Il sait qu'il encourt une peine d'emprisonnement de 3 à 5 années. Il ne voit plus qu'une solution, demander l'annulation du décret d'extradition. Il saisit la Cour d'appel de Paris, mais celle-ci le déboute de sa demande. Le 9 mai suivant, il saisit alors le Conseil d'État, compétent en la matière, et soulève notamment le moyen tiré du fait que la demande d'extradition avait été motivée politiquement. L'Assemblée du Conseil d'État prend alors un arrêt en date du 3 juillet 1996, dans lequel il constate que l'accord franco-malien du 9 mars 1962 interdit l'extradition des personnes réclamées pour des infractions politiques, mais ne comporte aucune stipulation excluant l'extradition demandée dans un but politique. Il considère alors que ces stipulations doivent être interprétées conformément au principe fondamental reconnu par les lois de la République, selon lequel l'État doit refuser l'extradition d'un étranger lorsqu'elle est demandée dans un but politique. Qu'elle ne saurait dès lors limiter le pouvoir de l'État français de refuser l'extradition au seul cas des infractions de nature politique et des infractions qui leur sont connexes. Il retient par conséquent que M. Koné était fondé à se prévaloir de ce principe. Ce faisant, bien que le Conseil d'État n'ait pas annulé le décret d'extradition de Moussa Koné, car il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'extradition du requérant ait été demandée dans un but politique. C'est bien le Conseil d'État, et non le Conseil constitutionnel, qui a dégagé le principe fondamental reconnu par les lois de la République, selon lequel l'extradition doit être refusée lorsqu'elle est demandée dans un but politique. Intéressant, non ? En conclusion de ce magazine, nous évoquons le master droit et ingénierie financière de la faculté de droit de l'université Jean Moulin, qui vient d'être classé 5e au classement SMBG 2012. Ce master a pour objectif de former des professionnels ayant une double compétence juridique et financière afin de répondre aux exigences des entreprises et des cabinets d'affaires français et internationaux. Tout de suite, visionnons un reportage réalisé par l'association du master droit et ingénierie financière. Je tiens tout d'abord à remercier l'association pour son accueil sur son site. La présentation de la filière droit et ingénierie financière implique d'en préciser les spécificités essentielles, puis les débouchés et enfin d'exposer les critères de sélection des étudiants. En ce qui concerne les spécificités de cette filière, il s'agit d'une filière composée d'un Master 1 et d'un Master 2. La sélection des étudiants s'effectuant à l'entrée du Master 1. Cela permet d'offrir un cursus très cohérent puisque l'offre de formation est pensée et articulée sur cette durée. Cela permet également aux étudiants ayant obtenu leur Master 1 d'intégrer de droit le Master 2 sans avoir à subir une nouvelle sélection.
Ensuite, il s'agit d'une des rares formations en France qui propose une formation réellement transversale, puisque les matières juridiques et les matières financières sont enseignées en Master 1 et en Master 2 à parité. Les enseignants sont des enseignants universitaires et des praticiens issus de chacun de ces domaines respectifs. Les matières phares sont la fiscalité, la comptabilité, mais également l'analyse financière et le contrôle de gestion. L'anglais juridique et financier n'est pas oublié, puisque des cours d'anglais juridique et financier sont assurés en Master 1 et en Master 2, et certains enseignements sont dispensés en anglais. Le master en droit et ingénierie financière est un master donc, pour des étudiants avec une base juridique, mais ayant vocation à avoir plus qu'un vernis en finance. Cela veut simplement dire ici qu'ils vont avoir à acquérir au cours de leur formation les enseignements nécessaires pour être de parfaits juristes et aussi pour être de parfaits financiers. En 2 ans, ils vont avoir donc tous les enseignements correspondant à un niveau de master en finance, autrement dit l'analyse financière, de l'ingénierie financière, de la politique financière, la gestion de trésorerie. L'objectif de toutes ces formations est de leur faire comprendre que le droit est certes central dans la vie en général et dans la vie de l'entreprise, mais que l'élément qui fait vivre l'entreprise, c'est la finance. L'intérêt de lier ces 2 matières, droit et ingénierie financière, comme l'intitulé du master le propose, est simplement que dans de nombreuses opérations, l'entreprise a besoin d'avoir des compétences multiples en droit, en fiscalité et en finance particulièrement. Par ailleurs, la professionnalisation est très prégnante dans cette filière, puisque un stage obligatoire de 3 mois minimum est intégré dans le cursus dès le Master 1. Et bien entendu, il y a également un stage prévu à l'issue du Master 2. Donc l'énoncé de ces quelques spécificités non exhaustives explique la bonne insertion professionnelle de nos étudiants. En effet, les postes qui sont proposés sont variés. Postes de juristes, de fiscalistes, de gestionnaires, de financiers. Les entreprises qui recrutent sont également très variées, puisqu'il peut s'agir d'entreprises françaises, d'entreprises internationales, de banques, de compagnies d'assurance, de conseillers en gestion de patrimoine. Un nombre non négligeable de nos étudiants s'oriente également vers la profession d'avocat spécialisé en droit des affaires. Nice to meet you. Oui, c'est quelques mots en anglais parce qu'en fait, le Master droit et ingénierie financière a une véritable ouverture vers l'international. Nous avons tenu à avoir des cours en anglais, mais aussi nous avons tenu par le réseau et par ses débouchés à ouvrir ce Master à l'international. Chaque année, un bon tiers d'étudiants se dirigent vers des carrières internationales, soit vers des cabinets d'avocats, soit vers des grandes entreprises, et ont des débouchés immédiats sur ce type de carrière. Je terminerai par la sélection des étudiants. Elle s'effectue à l'issue d'une licence en droit ou d'une licence en gestion. Il y a une première sélection qui est effectuée sur dossier, puis une seconde sélection qui est effectuée après un entretien avec l'étudiant. Alors les critères de sélection sont multiples. Un bon dossier universitaire est bien entendu recommandé, mais d'autres critères existent, notamment il est pris en considération la motivation de l'étudiant. Pourquoi cet étudiant souhaite-t-il effectuer son cursus dans cette filière et non dans une autre ? Nous tenons compte également de la personnalité de l'étudiant, de son dynamisme, etc. Donc, tout étudiant, quel que soit son profil, peut, s'il le souhaite, postuler pour intégrer cette filière. Il est également possible de postuler directement en Master 2 pour les étudiants qui ne sont pas titulaires du Master droit et ingénierie financière, mais d'un autre Master en droit ou en gestion. Je reste bien entendu à la disposition de tous les étudiants qui souhaiteraient obtenir des informations complémentaires sur cette filière. Nous avons privilégié des petits effectifs permettant un contact très humain et une solidarité entre les étudiants. L'association des étudiants du Master droit et ingénierie financière travaille activement non seulement à cette cohésion Master 1, Master 2, mais aussi à une cohésion avec les anciens. Et les anciens ont réussi à développer un véritable réseau, un véritable savoir-faire. Il y a une implication de l'ensemble des anciens
qui permet le développement intelligent du master droit et ingénierie financière. Si vous souhaitez une bonne carrière, si vous souhaitez démarrer rapidement dans la vie, eh bien, venez au master droit et ingénierie financière. Merci de nous avoir suivis et nous vous donnons bien évidemment rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro du magazine de la FDV.